Bonjour à toutes et bonjour à tous, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au grand cinéma hollywoodien. Vous faites partie de ceux qui aiment ces époques, qui aiment ces films en noir et blanc, ces films en Technicolor, en cinémascope et j'en oublie. Donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, on faisait le voyage entre Miami et New York et je vous propose de rester sur New York et de se promener dans cette ville où tout se passe entre deux mondes. D'un côté, les beaux quartiers où l'argent et le pouvoir cachent les secrets derrière des portes bien fermées à clé, et de l'autre, les bas quartiers où la misère et la violence gouvernent et où chaque coin de rue peut être le dernier. Le film que nous allons évoquer aujourd'hui nous plonge au cœur de cette fracture sociale. Encore une fois, allez-vous me dire, une bataille invisible entre ceux qui vivent au-dessus du lot et ceux qui n'ont plus rien à perdre. C'est aussi l'époque où les films noirs naissent, où la tension se distille à chaque coin de rue, mais que se passe-t-il lorsqu'un homme pris au piège dans un quartier sinistre se retrouve face à un choix qui pouvait tout changer? Vous pensiez connaître le film noir? Eh bien, détrompez-vous, parce que vous allez découvrir aujourd'hui Rue sans issue, un chef-d'œuvre oublié, où chaque décision pourrait mener à la ruine ou à la rédemption. Cela dépend de quel côté on se place. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de la Rue sans issue. Encore un bond très loin en arrière et je vous souhaite donc la bienvenue dans les rues sombres de ce film réalisé par William Wyler avec entre autres au casting Humphrey Bogart, Sylvia Sidney, Joel McCrea, mais aussi dans un petit rôle Claire Trevor. On va retrouver aussi Ward Bond. J'aime bien cet acteur, moi. J'aime bien. Il a une personnalité, une présence. On le retrouve beaucoup dans des films avec John Wayne, avec John Ford, mais là, on peut s'apercevoir dans ces années 30, en fait, qu'il fait pas mal de piges. Alors, bien sûr, dans le pré-générique, je parle d'un film oublié parce que c'est 1937, parce que c'est le début des films noirs, parce que c'est le début de la carrière d'Humphrey Bogart, et parce que William Wyler ne nous a pas encore habitués à ces grandes fresques, que ce soit Les Grands Espaces avec Gregory Peck, film qu'il faudra retrouver sur On se fait une toile, ça c'est obligatoire, il est magnifique ce film. Ou alors même Ben-Hur, et oui, ce film donc mérite aujourd'hui un petit détour, et c'est à moi de vous convaincre. C'est l'histoire d'un caïd qui est sur le retour. Babyface Martin, joué bien sûr, vous vous en doutez, par Bogart. Il revient dans le quartier de son enfance, le quartier de New York, où vit sa mère, par nostalgie, désœuvrement, et son influence néfaste sur les gamins du coin ne tarde pas à se faire ressentir. Il retrouve aussi là un ami d'enfance qui, lui, a choisi une toute autre voie pour essayer de s'en sortir. La réalité entre ces deux mondes va se confronter, bien sûr, jusqu'à l'implosion. Dead End, le nom original de ce film, La Rue sans issue, est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Sidney Kingsley qui avait obtenu un immense succès sur les scènes de Broadway, jusqu'à 700 représentations, et qui a suscité pas mal de polémiques. C'est Samuel Goldwyn qui en a acquis les droits pour la modique somme de 165 000 $, ce qui est énorme pour l'époque. Et ce sera donc United Artists qui produira ce film, à l'inverse des films de gangsters produits en masse par la Warner. Alors, si vous pensiez que c'était facile en ce temps-là pour les acteurs de se placer, eh bien, il n'en est rien. Ils n'étaient pas maîtres du jeu. Car même avec la popularité croissante d'un Bogart, par exemple, qui faisait l'envie des autres studios, il devint alors l'objet de l'une de ces transactions
impersonnels par lesquels les grands acteurs étaient prêtés comme des accessoires. Tout simplement, ils n'étaient autres que des choses qui appartenaient au studio. Il avait déjà 38 ans quand on a tourné ce film, mais il reste encore assez juvénile pour justifier son surnom de Babyface Martin. On peut lire ici et là que la scène avec sa mère, interprétée par Marjorie Mance, était l'une de ses plus difficiles à jouer jusque-là. Bon, il est en début de carrière. Et elle déborde de bonnes répliques. J'ai tué des types pour m'avoir regardé comme ça. De manière générale, au contraire, de La forêt pétrifiée l'année précédente, tirée aussi d'une pièce de théâtre, la pièce originale de Sidney Kingsley avait été rigoureusement adaptée pour l'écran par Liliane Hellman. Mais certaines scènes ont dû être un peu édulcorées pour satisfaire les exigences du tout frais, tout nouveau code ICE. Je vous rappelle qu'il est rentré en vigueur en 1934 et on est en 37. Donc voilà, c'est assez récent malgré tout. Et la principale victime étant la relation entre Bogart et sa bonne amie jouée par Claire Trevor. Dans la pièce, elle attrape la syphilis. Dans le film, on a seulement une vague impression qu'elle a mal tourné. Même si, à un moment donné, elle mentionne qu'elle est malade. Bon. Parlons un peu de la bande de voyous qui était jouée par un groupe de jeunes acteurs venus de la production originale de Broadway qui devait bientôt accéder à la gloire pour leur propre compte sous le nom de Deadhead Kids. Bien qu'un seul d'entre eux est effectivement issu d'un quartier de Manhattan, là où l'histoire est située, vous l'avez bien compris, eh bien la fougue, on va dire, et cette espèce de violence qui ressort de ces jeunes à l'écran, eh bien elle a bouleversé le public. D'ailleurs, leur comportement hors écran était parfois tout aussi cru, et James Cagney devait prétendre que tandis que lui n'avait eu aucun mal à les tenir en respect sur le plateau des Anges aux figures sales, eh bien ils avaient coincé un jour Bogart pour lui piquer son pantalon sur le tournage de La rue sans issue. Lorsqu'il s'agissait de se battre pour de bon, prétendait Cagney, ils étaient aussi dangereux que Charlie Temple. On parle ici de Cagney, pas par hasard, parce qu'effectivement le studio voulait qu'il joue le rôle de Babyface Martin. Outre Cagney, il y a aussi George Raft qui a été sollicité mais qui a refusé le rôle. De toute façon, à cette époque-là, tous les rôles de gangsters tournaient autour de ces trois hommes-là. George Raft refusait les rôles, Bogart les récupérait et les jouait. Ou alors c'était Cagney. Enfin bref, c'était voilà, il y avait un trio d'acteurs qui était prédominé, on va dire, prédominant pour jouer les gangsters. Samuel Goldwyn, lui, il laissait empressé prendre cette bande de jeunes un peu trop turbulentes pour les vendre à la Warner. Ils apparaîtront dans 6 films. Ils feront ensuite une longue carrière d'acteurs, le plus souvent ensemble, mais aussi séparément. Et parfois, la légende propagée par les studios affirmait que les Dead End Kids, donc ce petit groupe, a été découvert dans la rue. Bien sûr, c'était complètement faux. Fake news, déjà. Si on devait faire la fine bouche, on pourrait dire que la plus grande faiblesse du film tient dans sa durée fictive. Pas réelle, durée fictive. Elle est totalement contenue en un seul jour. Toute l'histoire se passe en un seul jour, comme dans la pièce de théâtre d'ailleurs. Bien trop de choses arrivent à trop de personnes pour que l'ensemble demeure un tantinet crédible. Mais bon. William Wyler, le réalisateur, soucieux d'authenticité, souhaitait tourner les extérieurs dans les quartiers même de New York. Et bien sûr, le producteur s'y refusa et fit tout reconstituer dans un immense studio spécialement construit pour le film et qui a coûté la bagatelle de 300 000 $. Lors d'une scène, le réalisateur, qui n'était pas satisfait du regard dégoûté de Wendy Barry, dans une scène où elle était censée réagir à des poubelles dans une ruelle sale, et après une prise non concluante, plusieurs prises non concluantes, Wyler a ordonné au responsable de l'entretien de se procurer de vrais cafards, ce qui a suscité bien sûr la réaction appropriée de l'actrice. Toujours dans un souci de détail, William Wyler a offert à Sylvia Sidney un vieux sac à main et des chaussures à talons cassés, et lui a demandé aussi un minimum de maquillage et lui a ordonné de ne pas se peigner les cheveux en se levant le matin. Il voulait qu'elle ressemble au personnage opprimé qu'elle incarnait. De son côté, et bien qu'elle n'apparaisse que, on va dire, dans une seule scène, pour une durée assez limitée de moins de 5 minutes, Claire Trevor remporte une nomination aux Oscars pour son interprétation dans un second rôle. Le film, quant à lui, obtient
4 nominations, mais aucune statuette. Ce film est comme un bon vin, il a su se bonifier car tourné dans un lieu unique où tout se passe au bord de l'East River de New York, même si vous l'avez bien compris, tout s'est tourné exclusivement à Hollywood. Tout ce petit monde gravite dans un espace restreint où se côtoient à la haute bourgeoisie et à la misère quotidienne d'une tranche de la population qui n'a d'autre choix que de survivre ou de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire du banditisme. Tous ces mondes se croisent, les honnêtes, les riches, les pauvres, les voyous, les jeunes désœuvrés, et tout se mélange, fait mouche. Il donne à la force du film, il donne de la force au film, puise son dynamisme à travers ses personnages. On y croise Joel McCrea, jeune, fringant, pas encore la figure du western de série B. On y croise Ward Bond, grande carcasse imposante, dans un rôle de portier, concierge, garant de la respectabilité de ses employeurs. On y croise Sylvia Sidney, femme frêle mais forte à la fois, qui tient à bout de bras sa petite existence et celle de son frère, vaurien par nécessité. On y croise très rapidement donc Claire Trevor jouant une fille facile qui n'a pas d'autre choix que d'user de ses charmes pour essayer de s'en sortir et de manger à sa faim. Et enfin, on y croise Bogart jouant déjà un malfrat, celui qui joue les durs et qui s'attendrit devant sa mère, se laisse gifler par celle-ci, s'indigne devant son amour d'enfance, se perd dans un quartier tombé aussi bas que lui. On mentionnera aussi les jeunes qui brûlent les planches de bois dans un vieux tonneau, profitent de la rivière pour se baigner, se rafraîchir, jouant les durs aussi à l'occasion avec une bande rivale, se donnant rendez-vous pour une risque. Le film est tiré d'une pièce de théâtre, effectivement, comme je vous l'ai dit, un peu plus tôt, mais rien n'est statique. Les histoires des uns et des autres se croisent, se heurtent parfois. Et ce film de 1937, excusez-moi du peu, reste encore une belle preuve que le cinéma de qualité n'a pas besoin de CGI pour vous emporter loin de votre quotidien. Un bon réalisateur, de bons comédiens, et même avec une histoire assez simple, eh bien, ça fait le taf. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère avoir fait le tour de ce film. J'espère que je vous ai donné envie de le voir. J'espère que cette petite incursion dans le New York des années 30 vous a convenu. On se quitte sur cette rue sans issue, film que vous l'avez compris est bourré de qualité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Clac, vous vous abonnez et ensuite vous pourrez suivre toutes les prochaines sorties vidéo de la chaîne. D'ailleurs, si vous en êtes encore là, eh bien dites-moi dans vos commentaires quel film vous aimeriez que j'aborde une prochaine fois. Bien sûr, j'ai une vidéothèque assez imposante sur ces vieux films. Mais bon, on sait jamais, vos propositions m'aideront peut-être à faire des choix, même si, écoutez, je suis ouvert à toute suggestion, très intéressé de voir où vous voulez m'emmener. En attendant, je vous laisse à cette réplique culte du film « On ne peut pas échapper à son destin », à méditer. À très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.